justement, tu viens de parler d'intelligence artificielle en disant, et je trouve que c'est très très juste, finalement, ma pratique, elle est liée à la question de l'intelligence de la machine avant même que les intelligences artificielles génératives ne mettent l'IA sur le devant de la scène. Rappelons quand même que finalement, elles émergent déjà avec les années 50, hein, ces questions-là. Je sais que tu as essayé ces différents services qui participent à changer le monde ou notre appréciation du monde, la question du rapport au fait, plus qu'à la vérité, je dirais. Comment tu vois cette émergence, comme tu en as vu plein dans l'art, hein, ou tu as vu aussi l'Internet, ou tu as vu un certain nombre de médias, comment tu reçois et qu'est-ce que tu en as tiré comme conclusion quand tu les as essayés, ces IA génératives? Alors, je te répondrai avec deux niveaux. Je te répondrai un en tant qu'artiste et deux en tant qu'homme dans une société. Je pense qu'en tant qu'artiste, si tu veux, tu as dit révolution, je ne suis pas sûr que ce soit révolutionnaire. Pour moi, ça s'inscrit dans ces outils que les artistes se sont réappropriés pour créer des nouvelles images. On peut remonter à Léonard de Vinci qui conseillait de regarder les taches d'humidité dans le mur pour s'inspirer, mais tu as, au XVIIIe siècle, tu as Alexander Cozens, je ne sais pas si tu connais sa méthode, il a écrit un livre entier, c'est un peintre anglais, qui a écrit un livre entier d'une méthode pour inventer de nouveaux paysages à partir de taches d'encre. Donc il t'expliquait comment les différentes manières de faire des taches d'encre pour produire des paysages. Et dans son esprit, ce n'est pas copier des paysages, c'était inventer de nouveaux paysages. Et donc, si tu veux, pour moi, les IA génératives, mid-journée, tu ne sais plus une tache d'encre que tu fais, c'est un prompt, mais ça reste dans cette logique-là, si tu veux, qu'ont utilisé les artistes et dont les artistes ont besoin pour créer un nouveau langage, pour stimuler leurs imaginations, de penser à des images auxquelles ils n'avaient même pas pensé avant. Mais si tu veux, je pense c'est la première étape. Je crois qu'il y a une deuxième étape, c'est comment tu vas les utiliser, quel choix subjectif. Tu vois, c'est toute la démarche subjective qui est. Et en ce sens, ça ne me semble pas être révolutionnaire, ça me semble être très intéressant, mais ça s'inscrit dans une logique historique. Par contre, ce qui me semble être excessivement intéressant, c'est en tant qu'individu et société, c'est le questionnement que ça remet en place. Ça remet en place qu'est-ce que l'intelligence, quelle est notre différenciation par rapport aux machines, comment notre différenciation par rapport aux autres espèces animales, qu'est-ce que l'apprentissage, est-ce qu'une émotion peut être en apprentissage, auquel cas est-ce que les machines peuvent avoir des émotions. Donc tu vois, c'est tous ces questionnements-là qui sont pour moi extrêmement passionnants et qui vont au-delà de la pratique artistique. Alors, il y a aussi une autre chose, on va convoquer Claude Monet avec la question de la série. Tu travailles beaucoup par série. Encore une fois, hein, avec cette idée d'épuiser, j'ai ici un certain nombre de séries, notamment les Post-Digital Mirror. Je pense que tu as dû commencer dans le milieu des années 2010 à peu près. Oui, même avant. Même avant. Hein. Et tu continues à en faire, mais ils sont autres. Où encore une fois, on voit qu'il y a cette volonté d'épuiser un thème, d'essayer d'aller le plus loin possible. Et l'idée de la série t'aide comme ça à questionner à chaque fois autrement. Alors la série, je pense, c'est un des vocabulaires de la modernité. Tu as commencé par Monet, tu parles aussi de Stella, on a aussi sur les 8. Enfin, c'est des vocabulaires propres aux arts visuels. Dans mon cas, si tu veux, c'est quand tu as un outil numérique, il a une propension naturelle à générer énormément de choses. Et donc, à un moment donné, il faut s'arrêter et choisir. Moi, si tu veux, une des phrases qui m'a marqué, c'est celle de Severo Sarduy. Severo Sarduy, c'est un auteur argentin qui a vécu à Paris, qui a travaillé chez Art Press, qui a écrit un livre fantastique sur le baroque qui s'appelle Barocco, sur lequel il fait une lecture très lyrique du baroque. Et il termine son dernier chapitre, c'est sur le baroque numérique. Et donc très visionnaire, c'est un livre fin des années 80, dans lequel il dit qu'en fin de compte, il faut savoir s'arrêter en tant qu'artiste avant le blackout. C'est-à-dire quand tu fais tourner une boucle à l'infini, il faut savoir s'arrêter. Et donc, si tu veux, toute ma pratique, entre autres d'artiste, elle est à quel moment je vais m'arrêter. Si je fais tourner une boucle algorithmique et je l'arrête au tout début, ce n'est pas intéressant. Si je fais une boucle avec des carrés, si je l'arrête quand j'ai fait 10 carrés, pourquoi utiliser l'ordinateur? On fait à la main, ce sera beaucoup plus facile, plus efficace. Si je fais reproduire 1 million de carrés, j'aurai qu'un noir, ce n'est pas non plus intéressant. Donc, c'est à quel moment tu vas t'arrêter? Et donc ça génère la possibilité de faire des séries. Alors, quand tu fais des séries, ce n'est pas parce que tu ne sais pas choisir ou tu ne sais pas te décider, c'est parce qu'en fin de compte, tu as envie d'aborder différemment, avec différents angles, une problématique, et donc que l'outil aussi te propose. Et donc tu parles d'un épuisement. Oui, tu as des séries qui
qui vont s'épuiser en quelques années et d'autres sur lesquelles je travaille depuis 20 ans en essayant toujours un nouveau regard, des nouvelles expérimentations, des nouvelles curiosités, des nouveaux accidents à provoquer. Et puis tu as aussi une pratique de l'assemblage. Ici, par exemple, j'ai un assemblage de 15 modules. Là, j'en ai un de 8. Si je me retourne, là, j'en ai dans l'espace, dans les 3 dimensions, de 2. Ça, tu aimes bien ces questions d'assemblage qui poursuit l'idée de série, qui convoque aussi dans l'histoire de l'art la question du triptyque, du diptyque, du polyptyque, de ces peintures qu'on voit émerger aussi dans les églises. Et puis moi, ce qui m'intéresse dans tes assemblages, c'est ce qui se passe évidemment aux jonctions. Ici, par exemple, avec cette question de ce que tu contrôles et ne contrôles pas, bah, dans une certaine mesure, tu vas essayer de contrôler, j'ai presque envie de dire comme tu peux, mais à chaque fois avec une forme de lâcher prise en disant ici, il se passera des choses que je ne vais pas contrôler. L'assemblage, ça se réfère à la grille. La grille qui est aussi, on Oui. parlait de la série, la grille qui Bien est sûr. un autre grand vocabulaire du modernisme, qui te permet d'avoir différents plans et d'avoir une multiplicité des jeux de regard et de montrer qu'une forme peut avoir différentes positions. Ces assemblages, généralement, j'utilise le même processus, le même algorithme de gradation de couleurs, mais avec différents réglages, différents matériaux, et c'est montrer la possibilité de forme que tu peux obtenir avec un processus qui est identique. Tu as aussi dans les assemblages le fait de couper. Je coupe mes plaques. Alors, on parlait du cut-up de Burroughs et Geising, mais la découpe, c'est aussi un geste qui est un geste fort, qui est un geste aussi qui joue sur la temporalité, c'est-à-dire quand tu coupes, du coup, tu n'as plus le début et la fin, tu multiplies les débuts et les fins, et donc tu redialogues sur les multiples temporalités. Et justement, tu parlais de la découpe qui est manuelle, hein, parce que finalement, dans ton travail, la part matérielle de ton œuvre, elle est dans cette zone de l'atelier, hein, dans ce deuxième atelier. Et puis ici, je vois des choses avec tu utilises depuis peu, je crois que tu brûles par derrière un certain nombre d'œuvres. Et même, j'ai vu récemment une pièce où tu mets tes mains, un petit peu comme le faisaient les artistes du début dans les peintures rupestres, je pense. Cette question de réintégrer la main, même si la pittura è cosa mentale, puisque tu citais Vinci tout à l'heure, tu aimes bien aussi cette idée de réintégrer, de réinjecter avec la main aussi une forme d'imperfection, de jouer encore sur l'idée de contrôle. Alors, le sujet de la main, c'est un vaste sujet en art, y compris en art numérique. Tu sais que Et je dirais surtout, oui. Les artistes comme moi de cette génération, on a été régulièrement confrontés au fait que est-ce que c'était réellement de l'art parce que ce n'était pas fait avec la main. Donc l'idée de la main de l'artiste est un sujet récurrent. Je pense, si tu veux, que la main de l'artiste, elle est là de manière métaphorique, y compris dans les artistes du numérique, y compris dans les artistes qui n'utilisent que des machines. Par exemple, quand je vois deux artistes comme Vera Molnar et Manfred Mohr, on pourrait citer aussi Morley, mais si on prend Vera Molnar et Manfred Mohr, qui sont deux artistes de l'algorithme, du hasard, et qui utilisent les mêmes outils, c'est-à-dire des plotteurs noirs et blancs dans les années 70-80, quand tu regardes leurs œuvres, tu peux immédiatement différencier un Manfred d'un Vera, parce qu'il y a quelque part la main de l'artiste, même s'ils n'utilisent pas leur main. Donc le côté subjectif, il est là, quelles que soient les techniques. Alors c'est vrai que moi j'utilise avec les brûlures, j'utilise avec les vernis, mais j'utilise la main, je pourrais utiliser les machines, ce n'est pas très très important. Je vais au plus efficace et je vais à ce qui va me permettre de faire l'œuvre la plus forte. Mais si tu veux, le fait, ce n'est pas un retour à la main, si tu veux, ce n'est pas un retour du manuel dans un processus technique, c'est plus utiliser les outils qui vont être le plus efficaces. Et je pense que la main, elle est toujours là de manière métaphorique. Et la main de l'artiste, elle est là. Alors, tu l'as dit tout à l'heure quand tu parlais du point de vue, notamment par rapport au lentigulaire, qui est évidemment central, tout au moins dans tes usages de l'effet lenticulaire. Ici, on pourrait évoquer dans aussi tes influences l'art optique, hein, inévitable, et puis aussi l'art cinétique, même si ce que tu fais bouger, c'est le spectateur plus que l'œuvre. Et j'ai vu récemment que tu t'es essayé aussi à faire, tu l'avais fait déjà avec des écrans qui bougeaient, je crois, de faire une sculpture motorisée qui propose autant de représentation de l'œuvre que de fragments de secondes, et là où le spectateur et la spectatrice peuvent être immobiles. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui t'intéresse, où tu reviens régulièrement sur la question du mouvement dans tes œuvres.
Oui, alors là, tu parles de ces pièces qui s'appellent Spin Machine que j'ai faites à São Paulo il y a quelques mois. Je l'ai faite, c'est une œuvre sur laquelle je travaille depuis des années, et je travaille sur des choses similaires. Là, je l'ai faite spécifiquement parce que c'est un lieu qui avait, un espace de galerie qui avait une très grande hauteur sous plafond, il y avait 7-8 mètres. Et ce qui m'intéressait, c'est par rapport au lenticulaire fixe où c'est le spectateur qui doit bouger. Là, sur une pièce en rotation, tu restes fixe et c'est la pièce qui tourne. Donc oui, ça a des échos à l'art optique cinétique, à Duchamp, à Namgabo, etc. Mais la référence que j'avais quand j'ai fait cette pièce, c'est la Dream Machine de Brian Geising, qui est pour moi une des œuvres cultes du XXe siècle, qui est cette œuvre visuelle que tu dois regarder les yeux fermés. C'est-à-dire que Brian Geising, il avait fait une œuvre qu'on dirait maintenant low-tech, il avait hacké un platine de tournevis qui met un cylindre découpé, une lampe, et il génère toute une série de flickers, de formes, que quand tu fermes les yeux, tu as accès aux formes et aux couleurs. Et pour moi, c'est une œuvre référence parce que la notion de visibilité, invisibilité, c'est quelque chose qui me passionne, les multiples niveaux de lecture, les multiples invisibilités. Et ça rejoint aussi Ad Reinhardt, par exemple, qui c'est monochrome, il disait qu'ils étaient invisibles, que c'était des œuvres invisibles. Donc c'est plus là-dessus que je suis en référence.